Bonjour à tous. Les regards sont désormais tournés vers le chef de l'État qui doit décider de la tenue ou non du référendum. Mesdames, Messieurs, c'est la conséquence du rejet de la proposition d'amendement de la Constitution. C'était le 5 juin dernier au Parlement. En attendant de voir Patrice Talon se prononcer sur le sujet, opposition et puis mouvance présidentielle affûtent leurs âmes. La guerre du oui ou du non a déjà démarré dans les chapelles politiques et dans certains médias. Mesdames et messieurs, ce dimanche, c'est la position d'un membre du gouvernement que Zone Franche vous propose. Modeste Kérékou est notre invité. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Avec vous, nous ferons donc le tour d'horizon de l'actualité nationale. Elle est évidemment dominée par l'actualité politique. Et puis, on dira aussi un mot sur votre ministère, en l'occurrence la question du chômage, de l'emploi également, de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous suivent les téléspectateurs de Canal 3 Bénin et puis les auditeurs des radios partenaires de cette chaîne à l'intérieur du pays. Il s'agit de Fraternité FM à Parakou, Kondi FM à Kandi, Dialogue FM à Banikwara et puis Solidarité FM à Djougou. Et pour vous entretenir, monsieur le ministre, je suis avec Christian Dalédian. Christian, bonjour. André Salanon, bonjour. Modeste Timothée Kérékou, bonjour. Bonjour, monsieur Adiano. Voilà, bienvenue sur Zone Franche. Nous allons, ensemble avec vous, analyser un peu l'actualité nationale. On va parler de cette actualité, l'actualité du moment, la révision de la Constitution et tous les tableaux autour de cette fameuse révision. Alors, par 2 votes successifs le jeudi 5 juillet dernier, eh bien, le Parlement béninois a ouvert la voie à un référendum pour amender la Constitution du 11 décembre 1990. Dans quel état d'esprit étiez-vous, vous, Modeste Kérékou, acteur politique et de surcroît, ministre, membre du gouvernement du président Patrice Talon? Dans quel état d'esprit avez-vous suivi cette actualité? C'est vrai que vous n'étiez pas au Parlement, mais vous avez suivi de très près tout ce qui s'est déroulé. Merci beaucoup, monsieur Adiano, monsieur Salanon, pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt pour le citoyen que je suis, même si je n'étais pas au gouvernement. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui se passait du côté de la représentation nationale ce vendredi 6, me semble-t-il. Jeudi 6, voilà, c'est jeudi. Donc j'ai suivi et j'aurais personnellement souhaité que les 4/5e aient été obtenus étant entendu que cette fois-ci, à la différence d'il y a un an, du 4 avril 2017, c'est une proposition de loi. Donc l'initiative n'est pas du gouvernement, c'est l'initiative des députés. Et j'avais également suivi que l'Assemblée nationale a organisé un séminaire autour de la question, autour des 4 points mis en discussion, des 4 propositions d'amendement, en conviant toute la classe politique, la société civile et autres. Et il m'a semblé, sauf si j'ai mal compris, qu'un consensus a été trouvé, qu'aucune frange, qu'un corps constitué de la nation n'ait trouvé impertinent les propositions. Mais bon, l'observateur averti que je suis aussi savait par ailleurs que le gouvernement, en tout cas les députés favorables au gouvernement, n'atteignaient pas à eux seuls les 4/5e. Donc c'est me prévalant de ce consensus qui semblait être acquis que j'ai pu espérer que le vote aurait pu être favorable. Mais l'Assemblée nationale étant le voulu de la politique. Voilà, les résultats étaient ce qu'il a été. J'ai pris acte. Voilà mais il aurait pu être autre. Alors, depuis le départ de la dernière action, je veux parler de ce scénario que nous avons tous vécu, je dirais la dernière fois au Parlement, quand on sait que la première tentative de révision de la Constitution, celle de 2017, n'a pas abouti. Est-ce que vous vous attendiez à voir l'initiative prospérer, malgré le consensus qu'il y a eu autour à travers ce séminaire parlementaire? Même la première initiative d'avril 2017, j'avais fortement espéré qu'elle puisse prospérer. Au moins que la prise en considération aurait été obtenue
afin d'engager le débat. L'Assemblée nationale étant le lieu par excellence où on légifère, où on construit les textes, il aurait été loisible aux députés, tel que la Constitution du 11 décembre le stipule, qu'ils ont concurremment avec le gouvernement l'initiative de la loi, de reformuler au besoin et de toiletter la Constitution pour, de mon point de vue, l'adapter aux exigences et aux impératifs de l'heure. Le débat me semble parfois puéril et quelque peu ridicule parce que pour ce qui me concerne à titre personnel, je n'ai pas une position dogmatique sur le sujet de la révision de la Constitution. La Constitution n'est pas une Bible. Elle ne relève pas d'une foi ou d'un dogme. Elle a été rédigée dans un certain contexte en 1990. Est-ce que les réalités, les contingences qui primaient en ce moment-là sont celles qui prévalent encore aujourd'hui? Je pense que on peut faire taire toutes formes d'instinct grégaire, ramener la balle à terre, regarder les choses de manière dépassionnée pour dire voilà notre pays, plus d'une vingtaine d'années à peu près, voilà où nous en sommes, où est-ce que nous projetons d'être dans les 10, 15, 20 prochaines années, avec quels citoyens, avec quelles institutions, avec quels mécanismes. Est-ce que le modèle organisationnel qui est en place là nous permet d'aller, ne pas faire ça? Il me semble que cela revient à manquer de prospective. Et à chaque fois que ce sujet-là revient, je pense qu'il y a beaucoup de procès en sorcellerie des uns envers les autres. Et est-ce qu'il n'est pas temps que dans notre pays, que toutes les chapelles se mettent, aillent en conclave, se mettent ensemble et de manière désintéressée, de manière, j'allais dire, calme, avec la sérénité que cela requiert, on puisse regarder et peut-être procéder à la retouche de certaines dispositions. Vous me permettrez de finir quand je vous donnerai, c'est vrai, on dit souvent que comparaison n'est pas raison, mais parfois on a quand même besoin de comparer. Si je prends le cas de la France par exemple, la Constitution de 1958 qui fonde la 5e République, de 1958 à aujourd'hui, elle a été révisée plus de 26 fois. La dernière fois, le président Macron s'est proposé de réunir à Versailles les deux chambres, le Parlement et le Sénat, en congrès. Il a annoncé clairement qu'il veut également procéder à des amendements. Amender la Constitution, c'est un exercice législatif prévu et qui ne doit, de mon point de vue, ne devrait pas susciter toute la polémique qui suscite dans notre pays et qui, à tout le moins, parfois, est de mauvaise foi. Modeste Kérékou, est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Vous avez dit tout à l'heure que chaque fois que la question est donc abordée, qu'il y a un procès en sorcellerie qui se fait les uns aux autres. On a vu depuis Mathieu Kérékou, la question a été abordée, ça n'a pas prospéré. 2 fois sous Boni Yahi non plus. 2 fois cette fois-ci sous Patrice Talon, ça n'a pas prospéré. Est-ce que le problème, ce n'est pas plutôt la méthode que les hommes qui sont là? Non, ce n'est pas la méthode. Et sous le président Patrice Talon, il faudrait quand même peut-être que nous puissions nuancer. Cette fois-ci au moins, la phase de la prise en considération a été quand même franchie. C'est un échec tout de même, puisque la question n'a pas été révisée pour le moment. C'est trop dit c'est la voie référendaire qui a été préférée à la voie législative. Donc dit que c'est un échec, c'est pas tout à fait exact. Vous gagnerez à nuancer un peu. C'est votre position. Si c'est un échec, quand nous irons au référendum, comme je le souhaite, je ne suis pas la voie la plus indiquée pour dire qu'il y aura un référendum ou pas, mais je le souhaite vivement pour que le peuple souverain exprime sa volonté, parce qu'il est dit que notre Constitution postule que la souveraineté appartient au peuple et que le peuple exerce sa souveraineté soit par ses représentants élus, soit par voie référendaire. Si nous en arrivons au référendum et que de manière dépassionnée, nous arrivions à expliquer les enjeux à nos concitoyens, nous verrons bien le résultat des urnes. Si vous dites que le problème serait ailleurs, visiblement, et c'est ce qui est
fort regrettable et pénible pour notre pays qui renvoie à une certaine idée de béninoiserie dont on nous a toujours taxé à tort ou à raison, parce que on laisse le sujet en débat et on s'attaque à d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec l'objet qui est en discussion. Je parlais de la méthode précisément, parce que je disais, quand je dis ailleurs, vous parlez de béninoiserie, moi je parlais de la question de la méthode, puisque même tout à l'heure vous avez dit qu'il semble-t-il qu'il y a donc un certain consensus autour de la révision cette fois-ci. Et je veux peut-être renchérir en disant, mais un séminaire parlementaire suffit déjà pour considérer que c'est déjà le consensus qui est obtenu autour de cette question? Je vous dis que cette fois-ci, sauf si vous me contredisez, l'initiative est parlementaire. C'est une proposition de loi qui a été déposée. Un séminaire parlementaire pendant des jours avec toutes les sensibilités politiques, la société civile, les universitaires, tout le monde, pour débattre de 4 sujets mis en discussion. Et à la sortie, les conclusions de ces séminaires font paraître clairement que tout le monde est d'accord sur la nécessité de ces points, spécifiquement ces points et aucun autre point. Et on se retrouve là où il faut le manifester et on a un résultat contraire. Quelle autre approche souhaitez-vous? Faudrait-il qu'on aille dans les couvents ou je ne sais pas, peut-être suggérer quelle autre approche peut permettre alors pertinente pour prendre en considération cette question. Avant de la coucher, vous maîtrisez très bien l'histoire politique de notre pays, monsieur le ministre. On a été à la conférence nationale des forces vives de la nation. On ne demande pas forcément d'y aller. Il y avait d'autres couches au-delà de celles qui étaient donc invitées, syndicalistes, journalistes, en tout cas les travailleurs qui étaient donc réunis dans un hôtel ici à Cotonou, au niveau du séminaire parlementaire, qui n'a duré que 24 heures de temps, monsieur le ministre. Il n'y avait pas toutes ces couches. Est-ce que ceux qui étaient là suffisent à dire que nous avons déjà un consensus autour de la question de la révision? Le séminaire, sauf si je me trompe, n'a pas duré 24 heures. Organisé par le Parlement, 24 heures. Bien sûr, je pense que tous ceux qui étaient là étaient suffisamment représentatifs de l'ensemble des couches des forces vives à la conférence nationale. Il y avait 4-5 quelques délégués. La conférence nationale elle-même, elle a duré combien de jours? 2 semaines. Oui, 2 semaines. Après, les organes de la transition ont été mis en place. Ceux qui ont rédigé la Constitution, les pères fondateurs, le constituant béninois, ils étaient combien? Ils ont proposé un test. Vous vous rappelez, ce test-là, au référendum, on avait oui, mais et non. On avait 3 questions mises en débat. Interroger l'histoire, ressortir les archives. C'est pas 90% des Béninois qui ont voté pour la constitution actuelle, pas du tout. Et pourtant, c'est elle qui préside aux destinées de notre pays. D'autres ne semblaient pas tout à fait favorables, ou bien d'autres auraient voulu que certaines dispositions aient été énumérées ou énoncées d'autres manières, etc. Mais bon, finalement, le oui, quand même, l'a emporté en 1990 et la Constitution est entrée en vigueur. Est-ce à dire que pour la réviser, peut-être qu'il faut encore passer par une conférence nationale? C'est le contexte d'alors qui a commandé et le génie du président Mathieu Kékou, paix à son âme, rendons à César ce qui est à César par ailleurs, qui a pris sur lui l'initiative de convoquer la conférence nationale. La conférence nationale n'est pas la panacée. On peut arriver aux mêmes fins, peut-être avec d'autres méthodes aussi. Du moins, c'est mon point de vue. Alors, nous sommes en 2017, après 2018, ça fait quand même 2 actions qui sont émises, mais finalement, le résultat attendu n'était pas ce qu'on avait projeté. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas la méthode qui a manqué à cette procédure, à cette révision de la Constitution? Mais sinon que lorsque vous écoutez les arguments véhiculés par la minorité parlementaire, par exemple, on parle d'impréparation, on parle de délais relativement courts, on parle de manque de large concertation et autres. Comment est-ce que vous percevez ces arguments énumérés? Est-ce que ça ne colle véritablement pas à la réalité des choses? D'abord, je voudrais faire remarquer que les 2 initiatives sont d'origine différente. Un projet de loi en avril 2017, donc de l'initiative du gouvernement, une proposition de loi. La Constitution dit que, je l'ai dit tantôt, les députés ont l'initiative de la loi concurremment
avec le gouvernement. Il peut y avoir une troisième, une quatrième, j'en sais rien. Les honorables députés à l'Assemblée nationale en ont le droit et l'initiative. Moi, je ne vois pas ce que vous évoquez, mais ce qui est constant, de mon point de vue, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi de certaines personnes. Je n'ai pas la langue de bois, je dis ce que je pense, qui est resté constant. Elle refuse d'aller au débat, c'est ça? C'est la mauvaise foi de certaines personnes qui est restée constant et peut-être qu'à un moment donné, ont donné l'impression de comprendre l'enjeu, de participer à la discussion, mais en sachant pertinemment que peut-être qu'elle referait le même coup, ben, tant mieux qu'à cela ne tienne, j'en prends acte, mais c'est simplement regrettable et dommage parce que je me dis, quand on agit ainsi, qu'est-ce qu'on projette pour le pays dans les années à venir? Quelle image on veut donner? Quel Bénin on veut construire? Quand vous parlez de certaines personnes, vous voulez parler de qui précisément? Les députés qui ont voté contre, je n'aurais pas de les citer. Oui, les 19 députés qui ont voté contre. Oui. Ce que vous appelez minorité parlementaire, je pense que c'est de la mauvaise foi. Ailleurs, voilà comment le jeu politique se passe. On affirme ses positions, on dit, ils étaient là au séminaire parlementaire, ou bien n'ont-ils pas participé? Quand je vous dis qu'au séminaire parlementaire, avec les universitaires, la presse, la société civile, il a semblé qu'un consensus s'est dégagé. Ce que moi j'appelle ici la mauvaise foi, c'est que je me dis si la formulation ou l'énoncé de certaines dispositions dérange, mais pourquoi on ne propose pas autre chose qui permet de lever toute ambiguïté une fois pour de bon? Parce qu'ils tendent, et avec eux, leurs supplétifs, les préposés à l'intoxication, prête des intentions. Mais nous comprenons tous français. Nous disons, nous formulons les choses d'une certaine manière. Vous dites que peut-être à bon droit, ça peut prêter à confusion. Mais reformuler, proposer une reformulation qui lève tout doute et toute ambiguïté. C'est ça, être de bonne foi. Procéder autrement, pour moi, ça relève de la sorcellerie. Monsieur le ministre, vous avez été député à l'Assemblée nationale. Il y a eu des propositions que vous avez combattues. Est-ce qu'on pouvait dire en son temps que vous étiez de mauvaise foi aussi, quand il y avait des propositions que vous rejetiez? Non, il ne faut pas faire des amalgames, non, monsieur aussi, ce sont des députés aussi. Je ne voudrais pas que vous puissiez, pas replonger dans le passé. Je ne voudrais pas que vous puissiez vous mettre dans le oui. registre de ceux que j'appelle les supplétifs de l'intoxication. Vous savez, vous avez un rôle aussi de pédagogie. Et vous êtes d'éminents journalistes. J'ai presque envie de dire que vous êtes d'éminents éducateurs. Posez les problèmes tels qu'ils se posent et laissez chaque citoyen béninois se faire sa propre religion. Ce que j'ai dit, c'est très clair. Oui. J'ai été, et vous le rappelez, je confirme, j'ai eu l'honneur d'avoir participé à la 4e législature. Quand nous étions contre quelque chose, nous l'énoncions de manière claire et nette. Moi, j'ai voté pour le couplage des élections, par exemple, lors de la 4e législature. Parce que depuis lors, déjà, il y a combien d'années maintenant? Plus de 16 ans, si je ne me trompe. J'avais déjà voté pour ça. On avait amendé une loi, un code électoral pour dire qu'il faut ramener le mandat des députés à 5 ans. La Cour constitutionnelle a cassé pour dire que les députés en exercice ne peuvent pas amender la loi à leur profit. Nous avons compris, peut-être en ce moment, c'était une méconnaissance de notre part. La décision de la Cour constitutionnelle étant sans recours par ailleurs, nous avons pris acte. Mais ce qui est fait en ce moment, peut-être pour parler des 4 propositions d'amendement en question, il y a peut-être une proposition qui parle de couplage ou bien d'élections groupées. On dit qu'il y aura élection en 2019. On dit qu'il y aura élection présidentielle en 2021. Mais de permettre aux députés élus en 2019, donc l'an prochain, ce n'est pas la 7e législature qui est en train de finir, d'avoir peut-être de manière exceptionnelle à faire 7 ans. Pour que quand le président qui sera élu en 2021, qui s'appelle Patrice Talon ou un autre, son mandat de 5 ans qui viendrait en 2026, tout le monde puisse aller aux élections en ce moment. Mais on dit non, que cette proposition, cet amendement vise à ne pas aller aux élections en 2021 pour que le chef de l'État, le président Patrice Talon, continue de 2016 où il a été élu à 2026. Quand même,
c'est quand même trop gros et cousu de fil blanc. Mais on arrive des personnalités, des députés, ou bien des gens qu'on appelle comme tels, arrivent à soutenir ça et à distiller ça dans l'opinion. Et vous voulez qu'on dise que ceux-là sont de bonne foi? Moi, je ne suis pas en mesure de le dire. Non, on respecte votre position, mais ils ne sont pas là aussi pour se défendre. On a aussi l'obligation d'apporter certaines questions en même temps pour assurer une certaine contradiction, monsieur le ministre. Oui, Christian. Oui, justement, vous l'avez toujours martelé depuis le début de cette émission que c'est la mauvaise foi qui est en train de prendre le pas sur la raison. Quand on écoute un peu les arguments développés par les députés de la minorité parlementaire ou ceux-là qui ne partagent pas la gouvernance actuelle, alors, quand ils avancent des arguments, quelque part, ils disent que c'est une manière pour eux de préserver les acquis démocratiques. N'est-ce pas une manière pour eux de montrer un peu à une partie de la population leur patriotisme? Non, je vais vous dire la vérité. Peut-être que parfois on a un peu l'habitude de tourner autour du pot. Vous permettrez que je lève un coin de voile sur certaines choses que peut-être beaucoup de gens ignorent. Je pense que certains députés sont à la solde, j'ai presque envie de dire, de force du mal, ou bien digèrent mal leur défaite électorale en 2016, et qui sont à la solde de personnalités politiques qui ne supportent pas de ne plus être aux affaires, alors que c'est le jeu normal de la démocratie, l'alternance. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, nous qui sommes aux affaires aujourd'hui, puisque j'en fais partie, nous ne resterons pas aux affaires éternellement. Aux prochaines élections, nous pouvons gagner, nous pouvons perdre, nous partirons, d'autres viendront, nous pourrions revenir à une autre fois. C'est ça le jeu démocratique. Mais quand on a fini son temps, quand on a fini son mandat, qu'on soit président, qu'on soit ministre, qu'on soit et qu'on a quitté la scène et que d'autres acteurs sont en train de travailler, on ne se donne pas comme objectif de torpiller, de saboter tout ce qu'ils font. Il me semble que c'est ce que une certaine classe politique, avec son soi-disant leader, fait. Ce n'est pas ici au Bénin seulement qu'un président fait 5 ans ou 10 ans et quitte le pouvoir. Il me semble, et si je vais interroger encore l'histoire récente de notre pays, si je vous prends l'exemple du général Mathieu Kékou par exemple, pas parce qu'il est mon feu père, paix à son âme à nouveau, en 1991, quand il a quitté le pouvoir, il ne s'est pas investi à perturber la gouvernance du président Soglo. Je ne pense pas. Il est parti. Sa posture, sa réserve qui s'est imposée, peut-être c'est ça qui a fallu qu'on ait été, que certains Béninois aient cru devoir aller le rechercher. Quand il est venu, il a fait à nouveau ses 10 ans. Il a fini, il est reparti. Il a passé la main à son successeur, le président Yahi Boni. Fidèle à sa ligne, il s'est également imposé une statue, un silence. Il n'a pas cherché à perturber la gouvernance de son successeur. Lui aussi avait une coalition. UBF, si vous oubliez, Union pour le Bénin du futur. Imaginez, faisons de la politique fiction. Imaginez qu'en son temps, le général Mathieu Kékou a dit, bon, maintenant, je ne suis plus au pouvoir, je veux structurer l'Union du Bénin pour le futur en un parti politique. Les députés UBF qui étaient là-bas, il faut que je les organise pour qu'ils combattent mon successeur, le président Yahi Boni, avec qui Yahi Boni allait gouverner. Mais je remarque que le président Yahi Boni ayant fini son mandat, il n'avait pas de parti. Quand il était au pouvoir, il n'a pas cru devoir avoir un parti. Il y avait quand même une alliance. C'est ce que je dis, comme sur le modèle de Kékou, UBF. OK? Mais c'est maintenant qu'il trouve bien de structurer un parti et de se poser en opposant et à la limite sur le terrain partout, dans le nord un peu partout, mais de procéder à un sabotage en règle de toutes les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Est-ce que c'est une attitude constructive? Est-ce que c'est une attitude, excusez-moi de le dire comme ça, digne de quelqu'un
qui a exercé les plus mais, hautes responsabilités. Monsieur le ministre, ce dont nous parlons, c'est quand même les députés qui sont à l'Assemblée nationale et qui s'opposent quand même si peut-être vous ne le savez pas. Moi, Modeste, ce que je dis ici, on n'a pas la preuve qu'ils sont téléguidés. Ce que je dis n'engage que moi. Peut-être vous ne le savez pas, mais moi, je sais qui est le donneur d'ordre et d'où est-ce qu'ils prennent les consignes pour les positions qu'ils affichent et qu'ils défendent. Moi, nous sommes à Cotonou, mais le Bénin ne s'arrête pas à Cotonou. Moi, je suis du Nord. Quand je suis dans ma circonscription, quand nous rencontrons nos sages, un certain nombre de choses, nous entendons ce qu'ils nous disent. Que le président, l'ancien président et ses supplétifs disent sur le terrain, qui sont des propos que je n'ose même pas relayer ici, parce que c'est des propos attentatoires à la concorde nationale. Je trouve que c'est pas sain. Quand on a fini... Et le Bénin n'a pas inventé la démocratie. Je vous ai cité l'exemple du Bénin, d'un autre ancien président, d'autres anciens présidents. On peut aller dans d'autres pays en Afrique, en Europe, en France, aux États-Unis. Il me semble que quand les gens finissent leur gouvernance, même quand ils sont de partis politiques, on a vu l'alternance entre Sarkozy et Chirac, entre Sarkozy et Hollande, et maintenant entre Hollande et Macron. On a vu Bush et Obama, maintenant on voit Obama et Trump. Je n'ai pas le sentiment que ceux qui viennent après, ils s'imposent pour devoir de pourrir la gouvernance de leur successeur. Dénonçons ce qui n'est pas bon et disons à ceux qui sont dans ce jeu pas bien, que ça ne se fait pas. D'accord. Vous avez rappelé une certaine ligne, une certaine pratique que l'on observe, disons, dans d'autres pays, même au Bénin également, vous l'avez rappelé. Boni Yaya, comme citoyen, rien ne lui interdit de faire la politique. Si la morale interdit de faire tel que c'est fait. Si vous dites que rien... Non, je parle de la politique. Quand nous ne sommes pas des animaux, quand on vit dans la société, à part les lois, à part la constitution, à part les textes législatifs, réglementaires, il y a la morale. Et il y a la bienséance. Oui. Vous permettez de terminer ma question, monsieur le ministre. Je dis, rien ne lui interdit de faire de la politique. Si peut-être il y a une certaine pratique qui a été toujours observée, il est libre de briser cette pratique ou pas. Je ne sais pas si est-ce que vous lui reprochez de pouvoir créer un parti politique à la fin en tant que citoyen. Je ne sais pas si c'est ce que vous êtes en train de dire, monsieur le ministre. Je ne reproche rien du tout. Je déplore. Vous déplorez Je déplore un certain comportement, une certaine attitude qui, de mon point de vue, à la lumière de ma petite expérience, n'est pas de nature constructive. Quand on a eu la chance, l'honneur de diriger et d'accéder au plus haut charge, je pense que quand on a fini son tour, on se pose plutôt là pour se rendre peut-être disponible au conseil, à la consultation, mais quand il vous plaît encore en ce moment de jouer un rôle partisan, de jouer un rôle, il y a quelques années encore, vous voyez comment une certaine classe politique, y compris le président lui-même, se référait au général Mathieu Kékou. A-t-on besoin d'être député, président avant d'avoir un rôle à jouer dans la société? Mais quand vous êtes partisan, finalement, quel rôle vous allez jouer? Moi, j'aurais voulu bien que certains adoptent une certaine posture. Cette posture-là, in fine, leur aurait octroyé un autre rôle quand même, d'une manière ou d'une autre à jouer. Et non, celui-là qui ne me semble pas tout à fait élégant. Je dis encore une fois, si vous le permettez, c'est ma vision. Elle est peut-être discutable, mais c'est ma vision. Alors justement, on va revenir en tout cas pour aborder plus en profondeur la question politique et bien d'autres. C'est vrai que il y a eu Conseil des ministres le mercredi dernier, disons pratiquement une semaine après le vote à l'Assemblée nationale. Vous étiez en Conseil des ministres, dites-nous, est-ce que vous avez abordé la question? Est-ce que ça faisait partie de l'ordre du jour ou c'était une question, disons, subsidiaire avec le chef de l'État, Patrice Talon? La délibération du Conseil des ministres relève par rapport au sacré qui les caractérise, relève d'une discrétion. Contentez-vous et
référez-vous Oui. référez-vous au relevé des décisions administratives qui sont publiées par monsieur le secrétaire général du gouvernement. Je ne suis pas secrétaire général du gouvernement, pas plus que je ne suis pas ministre porte-parole. Donc il n'est pas de mon devoir de vous parler des coulisses du Conseil des ministres. Et dans les couloirs de la présidence de la République, entre collègues, est-ce que vous avez évoqué c'est pas mon la rôle. question? Je suis ministre en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. D'accord. On va toujours parler du référendum. Désormais, tout le monde sait que c'est la voie référendaire qui s'offre désormais au gouvernement, le chef de l'État. Patrice Talon va-t-il prendre sur lui la décision d'aller au bout du processus, convoquer le peuple? Il serait prétentieux de ma part de parler, même si je suis membre du gouvernement, de parler au nom du chef de l'État. La Constitution a prévu que pour aller à un référendum, c'est le chef du gouvernement, le chef de l'État qui convoque le corps électoral, qui prend un décret pour convoquer le corps électoral. Peut-être que vous feriez bien de solliciter une interview du président de la République et il vous en réservera la première. Quand j'ai dit cela, je vous dirai par contre par ailleurs que c'est mon souhait. Là maintenant, je parle en termes de souhait. Je le souhaite vivement pour qu'enfin, en dépit de tout le travail d'intoxication savamment orchestré par ce que vous appelez minorité parlementaire, ce qu'on appelle et nous puissions enfin avoir l'opportunité de nous croiser sur le terrain, d'expliquer. Nous ferons la pédagogie, nous expliquerons et nous nous en tiendrons au suffrage populaire. Voilà. Alors, monsieur le ministre, on a vu, c'est quand même déjà 2 rejets en 15 mois, en l'espace de 15 mois de la question de la révision de la Constitution, même si les natures divergent, c'est-à-dire pour projets également, propositions. Vous êtes les conseillers, en tout cas immédiats du chef de l'État, ses collaborateurs immédiats. Est-ce que politiquement, est-ce qu'il n'est pas risqué, disons l'état actuel de lui, dit monsieur le Président, aller à un référendum? Si j'étais dans un rôle de conseiller du chef de l'État, si je peux me le permettre, puisque vous me mettez dans la posture, je dirais au chef de l'État que c'est le moment plus que jamais d'aller à la consultation populaire pour 2 raisons. Vous savez, le bâtisseur, le précurseur est parfois incompris. Le président Patrice Talon aurait pu se comporter dans le rôle de la facilité, se complaire à la facilité, le laisser aller auquel nous étions habitués. Mais le président Patrice Talon n'est pas cela. C'est pas un homme politique. J'ai souvent l'habitude de dire que le président Patrice Talon n'est pas un homme politique. Donc il n'est pas dans les calculs bassement matériels de ce type. Je dis le président Patrice Talon, c'est un homme d'État. Et c'est pas moi qui le dis. Je n'ai pas inventé la formule. La différence entre un homme politique et un homme d'État, il paraît que l'homme politique pense à la prochaine élection, tandis que l'homme d'État pense à la prochaine génération. Il me semble que le président Patrice Talon travaille pour la prochaine génération. Il dispose les bases, les fondamentaux qui ont été ces derniers temps, ces 10 dernières années, passablement saccagés, où plus rien n'était à sa place. Il n'y avait plus de normes, plus de repères. C'est pas exagéré. C'est mon point, c'est pas exagéré. Oui. Posez-moi des questions, bien contredisez-moi. C'est bien dans ce pays qu'on pouvait réussir à des concours sans les passer. Oui, monsieur le ministre. C'est bien, laissez-moi finir. C'est bien dans ce pays, je dis bien, c'est bien dans ce pays qu'on peut aller à un concours A et réussir à un concours B. Qu'on peut être admis même sans l'avoir passé. C'est bien, et des exemples comme ça, c'est bien dans ce pays que... Mais à un moment donné, vous avez participé à cette gestion-là, monsieur le ministre. Vous avez été ministre sous ce que vous dénoncez aujourd'hui. Justement, j'allais vous répondre. C'est pas parce qu'on a participé à quelque chose. Oui, vous n'avez rien dit en que si c'est mauvais, juste, je suis encore bien placé. Je peux dire que j'ai eu la chance de travailler ou de côtoyer de près 3 présidents. J'ai vu 3 leaderships différents. Donc, je suis encore mieux placé pour commenter. À titre personnel, moi-même, je fais des erreurs comme vous. Dans la conduite de vos émissions à la télévision, etc., même peut-être à la fin de ce débat, vous ne pouvez pas peut-être le réexaminer et dire, peut-être on aurait dû poser telle question, peut-être quand il a dit ça, il aurait fallu qu'on le reprenne comme ça. On ne peut pas faire une auto-évaluation, voire une auto-critique. Dès lors qu'on a participé à quelque chose, on doit dire que tout est bon.
C'est ce que ça veut dire. Non, peut-être d'ici quelques mois, d'ici quelques années, nous pourrions reconnaître que ce que nous faisons en ce moment, peut-être certaines choses n'ont pas été tout à fait bonnes. La critique permet d'avancer. Ne nous refusez pas, ne nous retirez pas le droit d'avancer. Je dis, le président Patrice Talon a pris un État dans une situation où beaucoup de fondamentaux étaient saccagés, où il faut reconstruire. Donc, si vous cherchez la popularité à tout prix, dans ce cas, vous risquez de ne rien faire. Quand on veut construire et qu'on veut faire une construction solide, on rase, on creuse en profondeur, on bâtit le soubassement de l'édifice, on met des bases solides avant de bâtir. Là, l'édifice peut tenir. Mais si vous voulez plaire, vous voulez contenter, la réforme est difficile. Celui qui réforme, à la limite, il se sacrifie. Il accepte l'impopularité, mais il se dit peut-être le résultat à atteindre est au-delà de se contenter d'être applaudi, alors qu'on sait très bien que dans l'avenir, moi parfois je m'interroge, je voudrais pas un oiseau de mauvais augure, je me dis mais quel sera le Bénin en 2030, en 2040, où peut-être nous n'aurons plus aucun acteur de la conférence nationale en vie, aucun de nos leaders, je ne veux pas les citer, pour que vous ne me dites pas que je les précipite à la tombe. Est-ce qu'il vous arrive de faire cette projection? Que sera notre pays? Avec nous les jeunes, le jeune béninois que nous sommes aujourd'hui, notre mentalité, notre paresse, un certain nombre de facilités que nous recherchons, de gains, de réussite, de fortune, tout de suite et maintenant. Est-ce que l'organisation que nous avons en place aujourd'hui, est-ce que nous disons, nous serons quel Bénin en 2060? Il n'y aura plus ces gens-là qui nous auraient appris ce qu'ils sont en train de nous apprendre là. Que ferions-nous après? Vous ne pensez pas que c'est le moment de rétablir les fondamentaux et de remettre chaque chose à l'endroit pour que chacun comprenne définitivement ce qui est de sa possibilité, de son niveau, de ses capacités, et non qu'on continue tous. Je dis bien tous, je ne m'en exclus pas. Il y a encore un passé récent, nous étions tous nettement, nous vivions au-delà de nos moyens, de nos possibilités. Nous en avons tous profité. Mais est-ce que c'est parce que nous en avons tous profité que nous devons laisser continuer sans jamais chercher à corriger, à nous arrêter pour dire attention, là où, à l'allure où nous allons, le sens dans lequel nous allons, attention, nous allons vers le précipice ou bien nous courons à l'impasse. Monsieur le ministre, sur la question du principe des réformes, quand vous interrogez la majorité de vos concitoyens, ils ne sont pas contre, ils disent nous sommes pour les réformes. Beaucoup interrogent quand même les questions de méthode. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans les détails. Mais sur la question de la critique, de l'autocritique dont vous avez parlé tout à l'heure, l'une des questions également qu'on se pose, parce qu'on a vu aussi beaucoup d'acteurs participer à des gouvernements et c'est à la fin toujours qui se plaît, est-ce que c'est toujours décent que si on doit toujours faire une autocritique, c'est après qu'on quitte le gouvernement qu'il est bien séant de le faire, monsieur le ministre? On se demande, est-ce que quand on avait peut-être l'occasion, on peut toujours je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire et j'ai bien envie, et je ne peux que vous souhaiter d'avoir participé à un gouvernement. Pas forcément à un gouvernement, il n'y a pas que ça, tout se fait. Mais pendant que les gens sont aux affaires, ils font ce qu'ils peuvent. Il n'est pas difficile, ils font ce qu'ils peuvent. Mais quand comme on le dit, seul celui qui ne fait rien ne se trompe pas. Toute décision procède d'analyse et parfois quand on prend une décision, il faut savoir que c'est un choix. Il y avait d'autres qui étaient aussi sur la table ou bien qui ont pu être sur la table. Mais le décideur doit trancher. Il choisit celle qui lui paraît la plus pertinente, la plus cohérente pour atteindre le résultat escompté. Résultat des courses, elle peut ne pas forcément avoir été la bonne ou la meilleure. Est-ce parce que vous avez participé à la prise de décision que si quelques années après vous voyez qu'elle n'a pas été la bonne, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été la bonne et qu'on aurait pu faire autrement? Ce que je dis ici, justement, mais c'est de faire des contre-propositions, de dire ce que vous dites là. Ok, contextualisons. Quels sont les problèmes que nous voulons solutionner? On dit les élections coûtent trop cher. 10 milliards par élection en moyenne. 2019, 2020, 2021. Presque 30-40 milliards. À peine un an, à partir de 2022-23, on est encore parti 2024, 25, 26.
une quarantaine de milliards encore, etc. On dit, voilà la solution qui est préconisée, couplage. Elle est bonne. Si elle n'est pas bonne, déposez une autre solution sur la table. On met ça de côté. Deuxième problématique qu'on veut régler, la Cour des comptes. Disposition communautaire de l'UEMOA, il faut une cour. J'entends d'autres voix dire qu'on n'a pas besoin. Les autres cours, les autres institutions de cette nature sont constitutionnalisées. Je ne suis pas un spécialiste du droit. S'il n'est pas pertinent de contextualiser, quelle est l'autre manière de faire? On dépose sur la table. Si c'est l'objectif, ça, voilà une contre-proposition. Première représentation des femmes. OK. Vous, les députés qui êtes à l'origine de ce test, c'est ça votre objectif? OK. Actons le résultat. Si c'est ça le résultat, la démarche que vous préconisez n'est pas la meilleure. Nous vous proposons ceci. Enfin, dernier point, la peine de mort. Il faut, même si au Bénin, on ne passe plus les gens par le peloton d'exécution pour les fusiller, OK, on veut abolir formellement la peine de mort, que les sachants disent ce que vous dites là, le chemin que vous préconisez là, il n'est pas le seul. Mieux, il n'est pas le plus pertinent. Voilà. Peut-être que la proposition d'amendement serait revenue même à 2 ou à 1, ou peut-être on aurait même ajouté d'autres. On serait passé de 4 à 6. Mais on ne vient pas pour inventer, pour faire un procès en sorcellerie, au moment où on ne propose rien du tout. Mais moi, je vous ai dit, et je l'assume, je ne fais pas partie de ceux qui ont une position dogmatique, qui sacralise la Constitution pour dire qu'elle n'est pas à toucher en tout état de cause, elle n'est pas à toucher. Ce n'est pas mon point de vue. Je pense qu'il y a bien de choses que nous pouvons regarder, la tête froide, le cœur chaud, et en fonction des impératifs qui sont celles de l'heure, nous procédions à des réajustements. C'est mon point de vue. Alors, de votre analyse, est-ce que les 4 propositions objets d'amendement sont, je dirais, aussi pertinentes? Pour ce que j'ai suivi des débats, oui, pour moi. Et si demain elles sont mises au référendum, je voterai oui. Et j'appellerai à voter oui. Sans embâche. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de propositions, peut-être de la minorité, ou de ce que vous appelez, c'est pour reprendre un peu vos thèmes, la minorité parlementaire. Vous avez également indexé tout à l'heure le sachant, mais faudrait-il également qu'il soit touché, qu'il soit associé au projet? Peut-être que si la proposition ne venait pas de la minorité, peut-être que d'autres acteurs de la société, et c'est pourquoi on interrogeait la question de l'âge consensus autour de ces questions. Est-ce que c'est pas pertinent ces propositions que nous faisions? Quand il y a un séminaire, ils s'y sont invités, je n'y étais pas à titre personnel, mais j'ai vu les images grâce à vous, grâce à votre télévision et à d'autres. J'ai vu des universitaires. Et puis, quand on est un sachant dans un domaine et une question de cette envergure-là est mise en débat, est-ce qu'on a forcément besoin d'attendre d'être invité avec un accusé de réception? Il y a des journaux, on peut publier des tests. Les scientifiques, les universitaires savent mieux que moi ceux dont je fais allusion. Il y a des tribunes libres qu'on peut publier. Il y a des analyses pertinentes qu'on peut verser au débat, etc., etc. Est-ce qu'on doit aller voir chaque sachant chez lui à domicile dans son lit? C'était pas ça le but de mon propos. Ils ont 1001 manières de s'inviter dans la discussion et de faire et entendre leur son de cloche, de mon point de vue. D'accord. Tout à l'heure, je vous demandais est-ce que ce n'était pas trop risqué. Vous avez dit non, c'est le moment plus que jamais pour le chef de l'État d'appeler. Vous appellerez d'ailleurs à voter oui. Est-ce que vous ne voyez pas que certains, en tout cas, puissent transformer ce vote en une appréciation de la gouvernance du chef de l'État? C'est leur droit. C'est ce que j'appelle les supplétifs de l'intoxication. Mais nous nous croiserons sur le terrain. C'est leur droit. Je ne dénie pas à certains. C'est un référendum. Un référendum, c'est un vote avec des questions. On met une ou un certain nombre de questions en jeu. On vous demande, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Si d'autres veulent inviter, pas mauvaise foi, pas pure mauvaise foi, d'autres sujets dans le débat, et j'allais même vous inviter. À titre personnel, je me sens plus à l'aise dans les débats contradictoires. Et je veux vous offrir ma disponibilité. Ce que vous appelez de la minorité parlementaire, si vous avez l'un d'eux, je suis votre serviteur, appelez-moi. Nous prendrons les propositions une par une, de manière factuelle, de manière dépassionnée, qui présentent leurs arguments. Je présenterai les miens. Et
nous laisserons l'opinion se faire sa propre religion. Alors, aller au référendum, en tout cas, des questions seront posées, le peuple aura à répondre par oui ou par non. Alors, quelles sont les chances que le oui l'emporte, puisque vous, c'est votre souhait, et dans le cas contraire, qu'est-ce que vous feriez? La chance que le oui l'emporte, c'est que nous sommes une nation en construction, une démocratie en construction. Nous avons besoin d'avoir des fondamentaux solides qui cadrent avec nos réalités. Le peuple béninois n'est pas naïf, il n'est pas dupe. Il a déjà été aux urnes plus d'une fois. Et nous savons que, comme on le dit souvent, c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Ceux qui sont à l'action n'ont pas toujours le temps d'être dans l'intoxication. Aujourd'hui, je me demande bien la constitution que nous avons depuis 1990. Messieurs les journalistes, chers frères, je vais vous inviter encore là à une conjecture. Si en 1990, même au thème, pendant la conférence nationale et après, nous avions les réseaux sociaux, nous avions tout ce que nous avions aujourd'hui, nous avions certains avec cette si mauvaise foi que nous notions, est-ce que vous pensez que peut-être cette conférence-là aurait abouti? Est-ce que vous pensez que nous aurions eu cette constitution s'il y avait eu autant d'intoxication sur les réseaux sociaux à l'époque en 1990? Je m'interroge. Je vous demande de vous interroger avec moi. Nous savons pertinemment et nous sommes prêts à courir le risque parce que nous avons confiance en nos concitoyens. Nous savons en son temps que si jamais on devait aller au référendum, que ce que le général Mathieu Kékou appelait les agents patentés de la réaction locale et internationale, je dirais, de la béninoiserie, entreront en jeu pour tenter par tous les moyens de faire des procès en sorcellerie, de dire des choses qui n'ont rien à voir avec l'objet du référendum. Mais nous comptons sur le sens du discernement des Béninois. C'est ce que je dis aujourd'hui. Nos anciens présidents, y compris mon feu père le général, où sont-ils aujourd'hui? Ce que nous faisons là n'est pas au profit du président de la République. Le président Patrice Talon ne sera pas éternellement président de la République au Bénin. Après lui, que ce soit un mandat, que ce soit 2 mandats, après lui, il y aura bien un président. Donc, il faut que nous apprenions à détacher les objectifs, les sujets majeurs des individus. C'est ça que nous n'arrivions pas à faire. Et quand c'est des acteurs politiques qui se mettent dans un jeu malsain pour induire le peuple en erreur, ben, le président actuel finira un jour bien par finir son mandat et par passer la main à son successeur, quel qu'il soit. Mais qu'est-ce que le pays en général, qu'est-ce que les générations futures auraient gagné de sa gouvernance? Si certains se mettent en objectif de le freiner, de le retarder par tous les moyens, ils ne retardent pas M. Patrice Talon, ils retardent le Bénin. Ne confondons pas le Bénin avec M. Patrice Talon. C'est 2 entités différentes. C'est ce que nous allons expliquer. Monsieur le ministre, au-delà de ce que vous avez dit, peut-être sur le terrain, quel autre d'arguments vous auriez peut-être à avancer au-delà de ce que vous avez dit? Est-ce que donnez peut-être la primeur de certains arguments que vous devez prendre sur le terrain? C'est que nous allons répondre si je peux appeler ça ainsi, aux interrogations, aux appréhensions de nos compatriotes. Ils nous diront comment ils perçoivent les choses, comment les supplétifs de l'intoxication les ont suffisamment pollué leur esprit. Eh bien, nous allons procéder de manière homéopathique à la désintoxication, avec des arguments simples, banals, pour dire voilà ce qu'il faut comprendre. Maintenant, nous n'imposons rien du tout. Il me semble encore que la raison est la chose du monde la mieux partagée. Ne prenez pas nos compatriotes pour des idiots. Moi, je compte sur leur compréhension des choses. On peut vous raconter n'importe quoi. Mais quand vous aurez quelqu'un d'autre en face qui va dire, ok, dites-moi tout ce qu'on vous a dit. Ah, mais il paraît que vous allez faire ci, c'est pour faire ça, c'est pour faire ça. Je prends le test. Pédagogiquement, j'explique. Je dis, voilà ce qui est dit. Explique-moi bien celui qui t'a dit ça. Explique-moi comment il peut penser que, par exemple, en 2021, on n'ira pas aux élections. Quelle partie du test, au moins tu sais lire, quelle partie du test a dit ça?
Ça va être factuel. Sur la parole pour convaincre les potentiels électeurs qui seront appelés au référendum, ou vous avez d'autres moyens que vous pensez aussi exploiter? Non, c'est la force des arguments. Notre programme d'action, notre vision, là où nous voulons conduire le pays d'ici quelques années, quitte à ce que ceux qui viennent après nous viennent poursuivre le chemin. C'est les moyens que nous allons mettre en jeu pour contrecarrer ceux qui n'ont que des procès d'intention et des procès en sorcellerie à faire. D'accord. Monsieur le ministre, je soulignais tout à l'heure parce que tout au long de Rien de Boniaï, quand les ministres, on les voyait sortir, on intoxique beaucoup. Et également sur Patrice Talon, nous voyons également les mêmes propos qui sortent. On se demande quand est-ce qu'on en finira un jour. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous sentez aujourd'hui une certaine avancée, disons, de la classe politique, je ne sais pas si je parle de la minorité ou bien de l'opposition, sur la majorité? Une avancée dans quel sens? Je parlais en matière sur les questions. Je parle par exemple de la question du référendum, par exemple. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a une certaine avancée qui n'arrange pas forcément la position de la majorité ou bien de la mouvance présidentielle? Oh non, moi je reste serein. Je ne confonds pas quelques individus aux intérêts sordides au peuple. Là encore, c'est deux entités différentes. La majorité silencieuse, et quand nous parlons ici de la majorité, je ne parle pas de la classe béninoise. Je ne parle pas des 83 députés actuels. C'est des élus, c'est des représentants du peuple. Mais le peuple, il est là. Et en termes de référendum, les honorables députés au Parlement ont fini de jouer leur rôle. Maintenant, c'est le peuple souverain qui pourrait entrer en scène si le président appelait le corps électoral. En ce moment, moi, je ne peux pas rester ici et dire, voilà, c'est telle tendance qui a l'avance sur telle autre. Je ne crois pas. On verra bien. Vous savez, je suis d'autant plus à l'aise de le dire parce que, si vous permettez que je vous ramène il y a 2 ans, quand nous rentrions en campagne, aux côtés du candidat Patrice Talon, mais qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit sur vos plateaux, dans les rues, dans le sud, le centre, le nord du pays, quand nous disions que nous appelions à voter pour Patrice Talon, les gens nous prenaient pour des fous. Pour dire, voilà une coalition à tel ou tel endroit, les réseaux sociaux, on comptait les députés, les maires, les ministres, les ceci, on comptait. Résultat des courses. Donc parfois, il ne faut pas se laisser mystifier, intimider par des chimères. Oui, les contextes sont-ils les mêmes de 2016 à aujourd'hui? Est-ce que les contextes sont-ils les mêmes? Puisque vous restez dans la même posture en matière d'analyse. Quand j'allais dire, je fais un peu le contour de votre optimisme, monsieur le ministre. Vous savez, je n'ai jamais eu peur d'aller dans le zig quand tout le monde va dans le zag. Quand j'ai une conviction, je fonce. Il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que si nous allons au référendum, que pour ces amendements-là et pour la vision actuelle qui est portée, que nous gagnerons. Je ne suis pas un devin. Nous pouvons perdre. Mais je dis aujourd'hui, mon état d'esprit, ma croyance, je suis convaincu. Je suis plus que convaincu que le peuple, la majorité du peuple, je n'ai pas dit que nous aurons 100%, mais je dis la majorité plus une voix sera de notre côté. Voilà, oui, ici. Alors, on va parler toujours politique nationale avec l'opposition, son combat et les prochaines élections législatives. Ça fait un peu plus de 2 ans que l'équipe gouvernementale est en place. En tout cas, l'équipe conduite par le président Patrice Talon est arrivée avec beaucoup de réformes, notamment des réformes sur le plan politique. On parle de plus en plus de la réforme du système partisan. On va vers de grands regroupements politiques. Selon vous, est-ce que la chose dans le contexte politique béninois est réalisable? Elle est réalisable. On a d'abord des difficultés à aller au référendum. Vous pensez que mettre de grands partis qui ont une hégémonie sur un certain nombre de zones au référendum, est-ce que ça ne sera pas compliqué? Les Béninois sont des gens talentueux, brillants. Les Béninois sont des gens capables de faire beaucoup de choses.
Les Béninois sont des gens capables à des moments donnés de se surpasser, de se dépasser. Et vous le savez, les exemples, nous pouvons les donner. Nous venions de la conférence nationale, nous avons commencé notre cheminement démocratique avec le multipartisme intégral. C'est ce qui est dit dans notre constitution. Ça a favorisé ce que ça a favorisé. Nous avons pratiqué cela avec ses avantages, avec ses inconvénients. Comme on le dit, c'est quand on ne fait rien qu'on ne se trompe pas. Quand on est dans l'action, toute la classe politique confondue, on a vu les forces et les travers du multipartisme intégral. Nous pensons que la maturité de notre système démocratique aujourd'hui appelle à des grands regroupements. Ce n'est pas un parti unique. Ce n'est même pas une bipolarisation. Ça pourra venir peut-être plus tard. Mais même à l'échelle du pays, si nous avons 4, 5, 6 grands groupes politiques forts qui arrivent un temps soit peu à couvrir le sud, le centre, le nord du pays, ça peut être aussi une nouvelle expérience que nous pouvions tenter sûrement avec beaucoup plus de succès que ce que nous avons pratiqué là où nous sommes à plus de 200 partis. Si mon collègue le ministre de l'Intérieur est à son office ministériel aujourd'hui, je suis sûr qu'il a encore signé un acte qui donne naissance à un parti. Encore aujourd'hui, nous en créons à la petite semaine. Ça va pas sérieux. Maintenant, certains préfèrent s'organiser pour ne pas venir comme des individus lambda, mais pour venir au moins, même si tous leurs partis pourraient tenir dans une cabine téléphonique, mais pour venir dans les groupes, dans les grands blocs qui vont se former en tant que parti. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous sommes tous très bien friands. Mes compatriotes, tout Béninois aiment bien se faire appeler président. Bon. S'il faut créer des partis pour se faire appeler président, qu'à cela ne tienne. Mais à un moment donné, il faut que tous ces partis-là se mettent ensemble en fonction des idéologies, en fonction même des affinités, pour que nous ayons de grands blocs susceptibles d'animer de manière plus qualitative que ce que nous avons fait jusque-là la vie politique. C'est le défi des générations actuelles et des générations futures. Si nous allons continuer aujourd'hui à faire ce que nos parents, nos grands-parents ont fait et que nos enfants, nos petits-enfants feront exactement la même chose que ce que nous sommes en train de faire, quelle aura été la marche du temps, la marche de l'évolution? Alors, je crois en ces regroupements qui s'annoncent, et j'espère, comme le diraient nos amis évangélistes, j'espère qu'un esprit de division ne viendra pas remettre toutes ces belles initiatives qui sont en construction, en cause, ne viendrait pas les remettre en cause. Voilà. Et puis, en tout cas, du côté de la majorité présidentielle, du côté des partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, on sait que le nombre est grand, ils sont véritablement nombreux. Quel est le travail qui est en train déjà d'être fait à ce niveau pour qu'il y ait vraiment une coordination, pour qu'il y ait une véritable entente, pour que la chose soit réalisable ou réalisée? C'est très avancé, Vous ne perdez rien pour attendre les semaines, les mois à venir. Moi-même, je suis membre du regroupement qui vous a été présenté la dernière fois à l'hôtel Azalaï, que pour le moment, nous appelons la dynamique unitaire, où il y a beaucoup de partis du sud, du nord, du centre du pays, qui estiment pouvoir se mettre ensemble. Est-ce qu'il y a des critères de choix? Comment cela a été possible? Est-ce qu'il y a un critère bien élaboré, puisqu'on apprend que c'est plusieurs grands blocs, environ 3, qui seront mis en place? Est-ce que déjà, c'est des critères qui sont élaborés, en tout cas la démarche que vous avez suivie? Il n'y a pas de critères particuliers à élaborer. La nécessité de se mettre ensemble, de faire des regroupements, ne peut plus aujourd'hui souffrir de contestation. Quand vous avez été seul, avec des succès, avec des échecs pendant un certain temps, et que finalement vous prenez conscience que c'est ensemble qu'on est plus fort, ceux qui estiment qu'ils peuvent se mettre ensemble sont en train de le faire. Au niveau de la dynamique unitaire, par exemple,
nous sommes très avancés. Des groupes thématiques travaillent sur la rédaction d'un certain nombre d'avant-projets, la définition de la vision, de l'idéologie. C'est quand on aura tout ça que ceux qui pensent qu'ils peuvent partager ces mêmes valeurs. Peut-être que des tests sortiront, et moi qui vous parle, je peux dire, ou comme d'autres, que si c'est ça la vision, ça ne m'intéresse plus. Vous comprenez? Donc, en ce moment, laissez que même quand les gens viennent à dire aujourd'hui, à tel ou tel endroit, nous avons créé un parti, c'est des semaines, c'est des jours, c'est des mois de travaux préliminaires chez eux, à domicile, dans leur bureau, pour s'entendre sur un minimum. Et un jour, on vient devant la place publique, on se présente, on présente le nom du parti, les membres fondateurs, etc. Même chose. Donc, bientôt, les groupes dont vous parlez, 3, 2, 4, que sais-je, ça dépend selon les affinités, ceux qui jugeront pertinent de se mettre ensemble. Mais je suis convaincu que, en tout cas au niveau de la dynamique unitaire, le processus a été engagé de manière, j'ai presque envie de dire, irréversible. Parce que nous sommes tous conscients que c'est ensemble que nous serons plus forts et non dans nos petits partis d'antan. Ils ont fait leur temps. Ils ont apporté ce qu'ils ont pu apporter. Nous pensons que pour la suite de notre marche, peut-être qu'il faut que nous puissions nous mettre ensemble. Modeste Kérékou, au niveau de la dynamique unité, en tout cas, si le nom était retenu à la fin, comment gérez-vous les questions de leadership? Parce qu'on apprend pour le moment Barthélémy Kassaye figure, Abdoulaye Biotchani figure. On apprend également qu'il y a le ministre de l'Intérieur, Saka Lafi également, qui ferait partie de la dynamique unité. Comment on va gérer les questions de leadership à ce niveau? Nous n'avons aucune question de leadership à gérer. Nous n'en sommes même pas là. Nous sommes ensemble, nous serons ensemble. Et puis voilà pourquoi ces gens-là dont vous venez de citer les noms, ces personnalités, vous pensez qu'elles ne sont pas capables de se mettre ensemble? Qui serait le patron qui va présider ou bien diriger la dynamique unité, par exemple, selon vous? Mais qui est plus habilité à pouvoir le faire? Peut-être Landry Salanon. Non, je suis si vous adhérez à la dynamique. Non, je suis pas membre de votre parti, je suis pas un acteur politique. Je ne serai pas membre de la dynamique unitaire, je vous pose la question. Pourquoi cela vous préoccupe? Est-ce que l'un de ces gens-là vous a dit qu'il est intéressé à diriger quoi que ce soit? Je le dis parce qu'il y a un précédent quand même. On se souvient de cet atelier qu'avait organisé le phare à la FIA, je crois, en début de mandat, où le président Abété avait refusé d'y participer. L'un des arguments qui avait été avancé, c'était de dire qu'il venait en tête aux élections dans la circonscription de Parakou, je veux parler de la 8e circonscription notamment, et qu'en matière de convocation de cette réunion, il ne devrait donc pas rester en retrait, c'est-à-dire il devait donc être première loge. Voilà l'un des arguments qui avait été en tout cas avancé. C'est pourquoi je vous demande déjà, est-ce qu'on va aplanir toutes ces divergences? Vous êtes un éminent journaliste, j'avoue que vous avez des éléments d'appréciation que je n'ai pas. Le fait que vous évoquez, je n'ai pas connaissance de ce fait. Je sais qu'il y a une dynamique qui est en construction, je ne voudrais pas conjecturer. En son temps, les membres trouveront la personnalité la plus... C'est un président ou bien je sais pas, plusieurs la personnalité la plus indiquée pour présider. Ça pourrait être l'une d'elles, comme ça peut être une autre en dehors. En tout cas, c'est pas des personnalités de qualité, aussi brillantes les unes que les autres, aussi brillantes que celles dont vous venez de citer, qui manquent à la dynamique unitaire. Donc, je pense que en ce moment, nous ne sommes pas encore à ces débats où la réflexion, elle est intense, elle est d'un niveau supérieur. Après, nous reviendrons sur ces détails un peu plus subjectifs. D'accord. Il me semble aussi, parmi les trois regroupements, on parle de l'Union fait la Nation, le PRD, la dynamique unitaire. En tout cas, selon nos informations, la dynamique unitaire et puis l'Union fait la Nation recueillerait plus d'adhésion que le PRD. Est-ce que vous confirmez, vous nous aidez à confirmer cette information, monsieur le ministre? Non, je ne peux pas la confirmer parce que je n'ai aucun élément qui puisse me permettre de le faire. Je sais un peu, en étant membre, ce qui se fait au niveau de la dynamique unitaire, au niveau du PRD ou au niveau de l'Union fait la Nation. Je voudrais reconnaître, avouer mon ignorance, je ne sais rien du tout. Donc, je ne peux pas opiner dessus. Voilà. Est-ce que vous avez également des informations de l'autre côté de l'opposition? Est-ce qu'ils sont dans la même dynamique? Est-ce qu'ils travaillent à se regrouper?
Je pense qu'ils travaillent plus à l'intoxication pour le moment. Peut-être quand ils en prendront conscience, peut-être qu'ils se regrouperont. J'en sais rien. Ce qu'ils font à la limite ne m'intéresse pas. Est-ce qu'ils partagent la réforme? Est-ce que vous les sentez quand même accepter la chose? Je viens de dire que ce qu'ils font ou pourraient faire ne m'intéresse pas. Monsieur le maire, vous êtes un acteur politique. Vous voulez aller sur le terrain, gagner des élections. Vous êtes nombreux à vouloir partager, à vouloir discuter les sièges au niveau de la circonscription. Vous nous dites que ce que fait l'opposition ne vous intéresse pas. Est-ce que c'est sincère? On peut vous croire? Je dis que pour le moment, ce qui me préoccupe, c'est ce que nous construisons avec les amis, avec les camarades. Ce que les supplétifs de l'intoxication font ne m'intéresse pas. D'accord. Pour le moment. Oui, alors, est-ce que c'est de la pédagogie? Je ne sais pas si c'est votre manière de... votre forme de communication, monsieur le ministre. Est-ce que ce n'est pas un raccourci tout le temps de dire, voilà, ils intoxiquent, la manière de banaliser, je veux bien croire si c'est ça. C'est mon point de vue, vous non, pouvez ne pas le partager. Totalement, je dis, vous m'avez invité sur votre plateau, je partage mes points de vue, mes avis avec vous. Vous me dites, je sais pas, quand on va dans une compétition, je vous donne le domaine du football, par exemple, des trucs comme ça. Quand nous sommes dans un camp, peut-être que c'est le rôle d'autres de regarder ce qu'ils font ou bien ce qu'ils ne font pas. Je dis, dans ma position, dans mon rôle actuel, c'est pas mon rôle, ça m'intéresse pas ce qu'ils font. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous construisons qui m'intéresse. Je ne suis pas le seul membre de mon camp ou de ma famille politique. Vous regardez ici, par exemple, je suis sur le plateau avec vous. Le réalisateur, il est ailleurs, il n'est pas sur le plateau. À chacun son rôle. Je ne ferai pas le rôle qui n'est pas le mien. Mais lorsque vous dites qu'ils intoxiquent, qu'est-ce qu'ils disent autant et qui vous dérange? Vous le savez, c'est pas, je ne vais pas... Non. Vous voudrez quand même pas que je sois un relais. On n'est pas au même niveau d'information. Ils intoxiquent par quoi? Vous ne voulez pas que je sois un relais de ce que je dénonce? Donc, permettez que je ne relaie pas ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mais, alors, et qui les rattrapera incessamment. Alors, depuis que vous avez gagné l'élection présidentielle en 2016, on a quand même le sentiment que vous avez abandonné, tant soit peu, le terrain politique, pas vous personnellement, mais en tout cas, ce grand bloc qui a gagné l'élection présidentielle et qui est aux côtés de Patrice Talon, on ne vous voit pratiquement pas sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? À qui la faute? C'est peut-être un ressenti, je ne le partage pas. Un ressenti, je dis un ressenti à votre niveau et je dis je ne le partage pas. C'est vrai, dans votre position est certain, vous avez été habitué il y a quelque temps à ce que la politique se fasse de manière tapageuse et ostentatoire. Manifestement, ça a changé. Aujourd'hui, les acteurs politiques, même les députés, les gens, quand ils sont sur le terrain, dans leur circonscription, même les ministres, ils ne vont plus avec caméra et ceci. Donc, tout n'est plus relayé. Si c'est la manière dont tout était relayé avant, parce qu'il faut savoir qu'en 2016, quand on a fini les élections de 2016, nous avons quand même eu un break de pratiquement à 3 ans, parce que 2014, 15, 16, l'activité politique a connu un pic du fait de 3 élections consécutives. Donc, quand il y a un pic, il y a aussi des dégels, si je peux me permettre ces termes. C'est pour ça que je dis que c'est un ressenti. Mais on ne peut pas être un pays qui peut se permettre d'être tout le temps en campagne. La campagne, c'est un coût. Ça mobilise des énergies, ça mobilise des ressources. Contre l'administration tourne quasiment au ralenti. Mais quand on a fini de faire campagne et qu'on a gagné, comme vous l'avez dit, le camp qui a gagné, je ne parle pas de notes, je parle de la généralité. Le camp qui a gagné a présenté, a vendu un projet politique aux citoyens. Mais il faut maintenant qu'ils se mettent à la tâche, qu'ils recherchent les ressources, qu'ils affinent les projets, qu'ils procèdent aux études, aux évaluations, etc., et qu'ils réalisent. C'est pas en étant dans la campagne ou bien en étant constamment sur le terrain, comme pendant les périodes électorales, qu'on peut faire ce travail. Chaque chose a son temps. Le temps que vous évoquez là, inéluctablement reviendra. Et les acteurs se redéploieront sur le terrain pour faire ce qu'ils ont à faire. Ce temps passera. Le temps de se concentrer dans les bureaux, sur les dossiers, sur les projets, également reviendra. Et ce temps-là
Et c'est un cycle. Vous avez dit tout à l'heure que ce que fait l'opposition ne vous intéresse pas. Moi? Oui, vous personnellement, Oui. ne vous intéresse pas. Vous préférez vous contenter ou bien savoir ce qui se passe au niveau de la dynamique unitaire. Vous avez quand même des amis dans le rang, non? Je demande. Beaucoup. Beaucoup d'amis, oui. Beaucoup. Et ça dit que vous ne vous appelez plus, vous ne vous téléphonez plus. On s'appelle, on se voit, mais je leur demande pas ce qu'ils font. Parfois, je les charrie, je dis, ils font de l'intoxication. La seule chose qu'ils font que je sais, c'est l'intoxication. Et je leur dis les yeux dans les yeux, comme je vous regarde là et que je vous le dis. Mais à part ça, ce qu'ils font, je les suis sur vos plateaux de télévision, dans le pays, ailleurs. Ils se plaisent à salir le pays, pensant que c'est la personne du ministre ou du président Talon qui salit, c'est notre pays. Ils se plaisent à dire, ne confondez pas, il ne faut pas que je vous renvoie au dictionnaire, au Larousse ou au Robert. Non, allez-y. Ne confondez pas critiquer, oui, allez-y. Ne confondez pas critiquer et dénigrer. Non, pas du tout. C'est peut-être des verbes du premier groupe, mais ils n'ont pas le même sens. Ne confondez pas critiquer et dénigrer. Oui. Ce que certains compatriotes font relève du dénigrement, relève de l'avilissement de leur propre pays. J'ai presque envie de dire comme quelqu'un il n'y a pas longtemps que c'est des apatrides. La critique, c'est pas le Bénin qui a inventé la démocratie. Vous regardez la politique ailleurs, les députés, la mouvance, l'opposition, c'est des débats d'idées. C'est des débats proposition contre proposition. C'est pas des invectives stériles. C'est pas des insultes. C'est pas du dénigrement. C'est pas de la délation. Monsieur le ministre, vous avez gagné le pouvoir. Bon, vous appartenez à une coalition qui les est depuis 2016. Vous savez que le rôle de l'opposition, c'est également travailler pour conquérir le pouvoir. Vous savez qu'elle ne vous laissera pas tranquille. Vous avez également les canaux de communication. Et pourquoi vous ne les exploitez pas? Et, pratiquement, on a l'impression qu'on jette totalement le tort sur les autres, alors que vous avez également les mêmes moyens pour contrecarrer ce qui se passe et prendre de l'avance ou bien ramener la vérité, si je peux m'exprimer ainsi. Nous travaillons, oui. Nous sommes sur nos dossiers, nous n'avons pas le temps du dénigrement et de la délation. À chacun son rôle. Je vous dis, à chacun son rôle. Nous sommes à notre dossier. Oui, mais visiblement, le relâchement sur ce point vous est un peu nuisible, parce qu'il faut quand même travailler à corriger un peu cette image, quitte à ne pas pourrir, pour rester un peu dans votre dynamique, voilà, vos actions, les actions qui se font sur le terrain, oui. Nos actions parlent, notre méthode, notre rigueur, notre sérieux, nos actions, nos résultats parlent et parleront de nous. Comme on le dit, c'est pas celui qui fait le plus de bruit, c'est pas ceux qui crient, c'est pas les vuvuzelas politiques, c'est pas ça qui peut impressionner les électeurs. Ils ont fait plus que ça. Je vous renvoie dans un passé. Vous m'obligez souvent à vous renvoyer dans un... Il y a 2 ans, les contextes, je pose toujours la question. Il y a 2 ans, est-ce que les contextes sont toujours les mêmes? Mais les citoyens étaient les mêmes. Si vous estimez que les contextes ne sont pas... Non, je pose la question. Si vous pensez que les contextes ne sont pas les mêmes, moi, je vous dis, moi, Modeste, je vous dis que les citoyens sont les mêmes et nous nous représenterons bientôt devant le suffrage populaire. Et en ce moment, au lendemain, vous savez, depuis quelque temps, souvent lors des élections, vous me faites l'honneur de m'inviter. Je ne me défilerai pas, quelle que soit l'issue du vote. Notez, rappelez-vous, invitez-moi. Vous serez invité. Et nous apprécierons les résultats ensemble, quels qu'ils soient. Potentiellement, 2 élections à venir, ce qui est certain, les législatives, mais peut-être le référendum si le chef de l'État convoquait le corps électoral. Alors, comment ça va s'organiser comment allez-vous vous organiser en votre sein pour les 2 batailles? Non, comment non? Je ne vois pas très bien ce que vous souhaitez comprendre par votre question. C'est-à-dire les délais, est-ce que ça n'est pas très court? Les moyens, est-ce que vous les disposez pour affronter 2 élections en moins de 9 mois ou je ne sais pas, 8 mois? Une session extraordinaire a été sollicitée. A été demandée par 42 députés. Ouais. Vous savez que la loi électorale est du ressort de l'Assemblée nationale, c'est une loi, elle peut être organisée. Je ne suis pas député à l'Assemblée nationale, laissez les députés apprécier. Je sais que quelles que soient les options qui seront prises, le gouvernement
du président Patrice Talon, puisqu'il s'agit d'un gouvernement méthodique et sérieux. Si les députés décident amendent la loi électorale dans le sens où les élections législatives, elles, d'ailleurs, elles sont à mettre à l'écart parce qu'elles sont constitutionnelles, elles doivent être organisées à date échue. Les dispositions sont prises relativement pour cela depuis un bon bout de temps. Quant au probable référendum, le gouvernement, en son temps, jouera sa partition. C'est tout ce que je peux vous dire. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucune forme d'inquiétude. Vous avez un gouvernement sérieux à la tête du pays. D'accord. Ceci dit, nous allons parler alors de la gouvernance des petites et moyennes entreprises, et le chômage et l'emploi des jeunes, puisque vous êtes ministre des PME, de la promotion de l'emploi. Alors, un second retour au gouvernement, même si c'est pas le même régime, on vous a vu sous le régime Bouni-Yahi. Maintenant, vous êtes avec le président Patrice Talon. C'est une seconde expérience que vous êtes en train de faire au gouvernement, et cette fois-ci, vous avez en charge les petites et moyennes entreprises et la promotion de l'emploi. Alors, depuis octobre 2017 que vous êtes à ce poste, que vous occupez cette fonction, pour un petit bilan, comment se porte votre ministère? Merci. Merci de me donner l'occasion de parler du département dont j'ai la charge. C'est un ministère sous cette organisation et sous cette appellation qui n'existait pas. Mais les missions que nous adressons existaient. Donc les structures opérationnelles qui en avaient la charge existaient. Nous sommes juste en train, depuis quelques 9 mois maintenant, en train de réorganiser tout cela et de les mettre en cohérence avec la vision qui est celle du chef de l'État. Le président Patrice Talon, devant l'Assemblée nationale, à l'occasion du discours sur l'état de la nation, disait dans son discours que la relance de l'économie nationale, engagée par son gouvernement, mise sur la promotion des petites et moyennes entreprises et la promotion de l'emploi, et qu'en conséquence, il a jugé, il dédie un ministère pour s'en occuper à plein temps. Quand la haute autorité a dit ça, je considère et qu'il a jugé bon de confier ce ministère qu'il y dédie à plein temps à ma petite personne, je tiens cela comme ma feuille de route dans un pays comme le Bénin, un pays comme le nôtre, marqué par un taux élevé du sous-emploi et du chômage des jeunes. Si la relance de l'économie nationale passe par la promotion des PME, comment fait-on la promotion des PME? Nous avons commencé déjà par regarder tout l'environnement législatif et réglementaire. Tout le travail qui se faisait déjà au niveau des agences comme APIES pour faciliter le climat des affaires. Regarder la législation favorable aux petites et moyennes entreprises, à l'artisanat, etc. Afin, s'il y a lieu, de proposer de nouvelles mesures ou bien de demander que certaines mesures soient renforcées ou bien qu'elles soient assouplies pour favoriser la promotion de l'entreprise, puisque par ailleurs, c'est l'entreprise qui est la seule entité qui crée la richesse et qui crée des emplois. Regardez ici, vous êtes ici, c'est une entreprise. Ce n'est pas une structure de l'État. Regardez le nombre de personnes qui y travaillent. Il faut donc que nous puissions regarder tout ça, donner les accompagnements qu'il faut. Je donne des exemples basiques et le président de la République nous l'a dit, nous l'a instruit fortement. C'est sa pensée, c'est sa vision et nous la partageons avec lui. Le rôle de l'État est de conduire un certain nombre de réformes pertinentes qui, à la fin, vont concourir à la création, à l'épanouissement des entreprises pour pouvoir induire la création d'emplois. L'État va aussi créer de l'emploi dans ces secteurs régaliens et en
en identifiant, en structurant un certain nombre de filières. Mais il n'est pas fondamentalement du rôle de l'État, en tout cas dans les sociétés modernes, de créer de l'emploi. Je le dis pourquoi. La dernière fois, il y a l'an dernier par exemple, pour un concours où seulement 311 places étaient mises en jeu dans la fonction publique au profit du ministère de l'économie et des finances, près de 78 000 candidatures de jeunes. Donc, ici au Bénin, c'était pour recruter des inspecteurs, des administrateurs du trésor, des impôts, etc. Ça veut dire que, peu ou prou, nous avons presque 78 000 jeunes qui ont ce profil. Mais il n'y avait que 311 places. Quand on a fini de recruter ces 311 jeunes, quid du reste? Il faut que nous puissions nous en préoccuper. Et c'est à cela que nous travaillons. J'ai commandité une étude où j'ai dit, parce que malheureusement nous sommes dans un système où beaucoup de jeunes se destinent à tort ou à raison à l'emploi salarié dans l'administration, dans la fonction publique. Nous connaissons un peu les diplômes, les curricula de formation. J'ai instruit mes services pour me ressortir les statistiques sur les 20 dernières années. Les concours qui ont été organisés pour recruter le personnel de l'État, les domaines, les filières. Et cela, je vais les présenter dans nos écoles d'enseignement supérieur, dans nos universités, pour dire aux jeunes, pour dire au rectorat, pour dire aux formateurs, si vous êtes à l'université, si vous êtes dans le centre de formation et que votre ambition est de travailler dans la fonction publique, voilà les 20 dernières années, les filières, les diplômes que la fonction publique a recrutés. Voilà ce qui peut se faire d'ici les 5 prochaines années. Parce que parfois, certains jeunes, c'est quand ils ont fini d'avoir leur diplôme que, hélas, ils constatent qu'il n'y a aucun débouché pour eux. Je pense qu'il est du rôle de l'État de présenter le marché de l'emploi tel qu'il est, de telle sorte que chacun puisse librement choisir la filière qui l'intéresse et non plus choisir pour d'autres considérations. Concomitamment à ça, il sera question de faire la promotion de l'auto-emploi, que nous le voulons ou non. Un des moyens, je ne dis pas que c'est le seul, mais un des moyens me semble-t-il le plus pertinent aujourd'hui de se soustraire du chômage et du sous-emploi pourrait être, de mon point de vue, l'entrepreneuriat. Et un troisième pilier sur lequel j'entends conduire mon action, c'est de revaloriser les métiers de l'artisanat. L'artisanat au Bénin, c'est 311 métiers. Même les métiers de la presse relèvent de l'artisanat. C'est 40 corps de métier et c'est 8 branches, peu connues. Voilà un secteur dans lequel tout de suite vous êtes opérationnel, tout de suite vous pouvez soit travailler, certes pour quelqu'un d'autre, mais peut-être vous établir aussi à votre propre compte et qui doit être valorisé au même titre, et nous allons rechercher des passerelles que l'enseignement supérieur classique académique. Parce que pendant longtemps, pour je ne sais quelle raison, l'artisanat a été un peu vu comme le parent pauvre. Quand on choisit une branche dans le secteur de l'artisanat, quel que soit le secteur, quand vous décidez par exemple d'être cuisinier, chef cuisinier, artisan boulanger, c'est perçu comme un échec. C'est comme ceux qui n'ont pas réussi, qui vont à l'artisanat. Ben, nous allons remettre les choses, nous allons renverser la perception des choses pour dire non, on peut tout aussi, il vaut mieux être maître artisan que d'être un licencié, que d'être un maîtrisard dans certains domaines. Voilà ce que je puis vous dire, parce que aujourd'hui, de plus en plus, les diplômés sont nombreux. Ils sont aussi brillants les uns que les autres. Ils sont aussi méritants les uns que les autres. Mais les places sont extrêmement limitées. Alors, monsieur, j'allais justement poser la question. Ma question est donc relative justement aux questions de diplôme. Vous avez assez de chômeurs qui sortent de nos universités. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez beaucoup plus tabler sur la question de l'artisanat. Mais que ferez-vous, puisque vous avez dit que vous ferez la promotion de l'auto-emploi, de tous ces jeunes qui ont une maîtrise, une licence qui sortent? Est-ce qu'ils n'ont pas de chance avec vous? Eh bien, c'est pour ça que nous allons remettre des mécanismes de reconversion en place.
sans mettre des mécanismes de Ils iront dans les ateliers, s'inscrivent à apprendre un métier, c'est ça? Pourquoi pas? Nous avons commencé, je me rappelle, quand j'étais ici, sur ce même plateau, nous étions en train de parler, par exemple, de l'initiative de Bénin Taxi. Et on en avait parlé, j'ai dit, c'est des artisans conducteurs. Il vaut mieux avoir son taxi, être en train de faire Bénin Taxi, que de chercher à travailler pour quelqu'un être payé à 50 000 francs. Il vaut mieux, avec une maîtrise, une licence. Je ne sais, je ne voudrais pas appeler certaines filières particulières pour ne pas donner l'impression de les mépriser et d'être en train de ne rien faire, que peut-être de se reconvertir à la pâtisserie, à la boulangerie pour être maître pâtissier, pour être cuisinier, pour être barman, pour être peintre, pour être électricien, par exemple. Vous savez, bientôt, d'importants projets gouvernementaux vont démarrer. L'asphaltage, la construction de l'asphaltage de nos rues. Ça va démarrer ça va démarrer enfin. Ça va démarrer dans quelques semaines. Vous ne perdez rien pour attendre. Bon, sinon, depuis plus d'un an, je vois que vous aussi, vous avez été suffisamment intoxiqué par les supplétifs de l'intoxication. Il vaut mieux prendre le temps de faire des études, de conduire des études pertinentes, cohérentes, avoir un plan, avoir un schéma, démarrer les choses de manière méthodique et sérieuse, que d'aller jeter 22 milliards comme ce que nous avons dans le musée à l'entrée de Porte-Novo, que d'autres ont appelé le musée de la corruption. Donc, souffrez que nous puissions conduire les choses de manière plus méthodique et plus... J'étais en train de vous parler de l'aéroport de Glodjigbe, l'hôpital de zone de Calavi. Est-ce que vous savez combien d'artisans dont on aura besoin là? Le gros problème, les musées qui vont être construits. Le travail que mon département conduit actuellement, c'est d'organiser les PME, tous les artisans, pour leur dire, attention, il y a du travail pour vous qui s'annonce. À l'heure où je vous parle, mon inquiétude, c'est que nous ne soyons obligés d'aller ramener la main-d'œuvre des pays voisins. Parce que nous n'aurons même pas la main-d'œuvre pour adresser ces chantiers et pour gagner des sommes importantes qui sont là. Parce que les chantiers vont s'ouvrir de manière presque concomitante sur toute l'étendue du territoire national. Il y a beaucoup d'argent à gagner pour les PME. Mon rôle est de les sensibiliser à se mettre à jour au point de la documentation, de la réglementation, au moins pour gagner leur part de marché dans la sous-traitance qui devrait leur revenir de bon droit. Mon rôle est de dire à certains jeunes de pouvoir essayer les quelques mois qui nous restent encore avant le démarrage de certains qui vont démarrer peut-être pour certains à la fin de cette année, pour d'autres en début d'année prochaine, de se reconvertir rapidement dans certains métiers, dans certaines spécialités pour pouvoir se rendre aptes et disponibles à quitter ces nombreuses opportunités qui viennent. Alors, vous militez ou vous travaillez pour que les PME se portent beaucoup mieux, pour qu'il y ait une floraison de ces petites et moyennes entreprises afin qu'on puisse résoudre un tant soit peu le problème de chômage. Vous travaillez et encouragez également la création des entreprises, mais à côté de votre ambition, de votre vision, il y a quand même un problème qui se pose. La fiscalité, par exemple, qui tue les entreprises naissantes. Est-ce que à ce niveau-là, il y a un mécanisme que vous êtes en train de trouver pour régler la question et permettre que cet objectif soit véritablement atteint? C'est pour ça que l'action que je conduis à la tête de ce ministère, je vous l'ai dit, j'aime opiner sur la base des preuves. Un certain nombre d'études d'enquête cohérentes et pertinentes seront engagées. Nous allons étudier par exemple, par des consultants, par des gens qui savent le faire, il y a des méthodes scientifiques pour le prouver, quelles sont les vraies causes, par exemple, de la mortalité dans les 2-3 premières années des startups, par exemple, des nouvelles entreprises portées par les jeunes. Parce que parfois, on a de vraies fausses solutions. C'est des idées reçues. On pense que c'est ça. Tout porte à croire que c'est ça. Mais il suffit d'approfondir et vous pouvez vous rendre compte que ce qui vous paraissait si évident n'est pas tout à fait cela. C'est pour ça,
avant de pouvoir indexer de manière pertinente la fiscalité, c'est des sons de cloche que nous entendons. Vous savez, notre pays est un pays fiscal par ailleurs. Et les spécialistes de la fiscalité disent que la fiscalité est comme une pompe aspirante et refoulante. Tout ce que nous allons faire aussi par ailleurs pour les PME, les artisans, les jeunes, etc., ben c'est toujours par des ressources du trésor public que nous levons par le biais de la fiscalité. Donc c'est un levier sur lequel il faut agir avec beaucoup d'intelligence et avec beaucoup de doigté. Il est question de diagnostiquer d'abord de manière précise qu'est-ce qui entrave l'essor des PME, qu'est-ce qui peut être des mesures incitatives sans par ailleurs mettre en péril d'autres engagements de l'État. Et en ce moment, il est de notre devoir de les proposer au gouvernement et le gouvernement statuera dessus. Et c'est à cela que nous nous attelons. Monsieur le ministre, que dites-vous, mais quelle proposition avez-vous pour tous ces jeunes qui ont des petites et moyennes entreprises et qui, depuis un certain nombre de mois, disent on n'a plus de marché, nous n'avons plus de travail, nous ne gagnons plus rien, et qui viennent hausser un peu le taux du chômage et qui vous suivent ce dimanche? Je leur dis de s'informer, de se rapprocher de leur ministère, de notre administration. Vous savez, ces récriminations, ces plaintes, je les entends, mais il faut nuancer. Je ne veux pas les balayer d'un revers de la main, ce n'est pas faux. Mais beaucoup aussi n'est pas juste parce que par le passé, il faut reconnaître que certains même n'étaient pas des PME formellement enregistrés ou bien n'obtenaient pas des marchés selon les procédures et les règles de l'art. Quand on veut compétir dans un domaine, on s'organise, on se conforme aux règles. On n'essaye pas de resquier. On faisait beaucoup de choses qui ne sont pas dans les normes. Maintenant que nous essayons de ramener les choses à l'endroit, je dis aux jeunes, les marchés publics n'ont pas disparu. Il y en a plus que par le passé. Dans les semaines à venir, il y en aura encore plus. Je les invite à seulement que peut-être la manière dont on les obtenait par le passé, excusez-moi de le dire comme ça, un peu par copinage et on pouvait être attributaire d'un marché, ne pas se faire payer, etc. Ma foi, j'ai presque envie de le dire, ça c'était avant. Ceux qui ont envie de travailler, ceux qui veulent travailler, il y a du travail pour eux et je les invite, je les exhorte à bien s'organiser, à se rapprocher des différentes administrations et à chercher à gagner tous les marchés qui sont disponibles, mais dans les règles de l'art. Merci beaucoup. Ils vous suivent, ils vous ont compris, monsieur le ministre Modeste Kérékou. C'est d'ailleurs là votre conclusion, puisque nous avons largement dépassé les 90 minutes, ce temps qui nous est imparti pour cette émission. On vous dira merci Modeste Timothée Kérékou, ministre des petites et moyennes entreprises, de la promotion de l'emploi. Avec vous, il a été question de l'actualité de la révision de la Constitution pour ce qui est du vote au Parlement, ce vote qui renvoie l'amendement constitutionnel au référendum. Vous auriez souhaité que le processus s'arrête au Parlement avec l'obtention des 4/5. Cette fois-ci n'était pas une fois encore la bonne, puisque des 66 députés requis, eh bien, nous n'avons pas atteint ce nombre, alors même que vous avez fondé votre analyse, votre lecture sur le consensus qui a prévalu lors du séminaire parlementaire organisé à cet effet. Pour vous, vous irez jusqu'au bout, jusqu'au référendum. Vous avez rappelé que vous n'avez pas une position dogmatique sur la question. Pour la constitution béninoise, il faut retenir que ce n'est pas une Bible. Les réalités qui primaient en 1990, au moment où cette constitution a été adoptée, ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Il faut alors l'adopter à l'évolution. On est revenu également sur beaucoup d'autres sujets, notamment la politique. Vous avez dit non, que tout ce qui se passe et tout ce qui s'entend, tout ce qui se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux n'est que pure intoxication. Il y aura la purge et cela viendra. Merci à vous, Modeste Kérékou. Merci à vous, Landry Salanon. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. On se retrouve dans une semaine, dimanche prochain. Au revoir.